Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Saad, oui. Donc, l'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'est les anti-agrégants et les anticoagulants. Bon, donc, on va commencer par une petite définition. Les médicaments antithrombotiques, ça englobe les anticoagulants et les anti-agrégants plaquettaires, rassemble tous les traitements qui visent à empêcher la formation d'un calus sanguin, de thrombus. Donc, il y a plusieurs types de médicaments antithrombotiques qui sont disponibles avec des modes d'action et des indications différentes. Certains sont utilisés en prévention, d'autres en traitement curatif. Donc, on va commencer par les antiagrégants plaquettaires, dont les indications thérapeutiques sont d'empêcher la formation des plaquettes, d'adhérer et d'empêcher les plaquettes d'adhérer les unes aux autres. Donc, des noms des antithrombotiques, on a des inhibiteurs de la cyclooxygénase, c'est l'aspirine. Il y a les indications des récepteurs de l'adénosine diphosphate, qui sont le Plavix, qui est le clopidogrel, le ticagrelor et le prasugrel. Donc, il y a également les anticoagulants, dont l'indication thérapeutique qui permettent d'exercer une action contre la coagulation sanguine et favorise ainsi une fluidification du sang, c'est-à-dire ramener le thrombus liquide. Il y a les anticoagulants qui sont utilisés par voie parentérale dans les héparines en fraction, les héparines de bas port moléculaire, HBPM. Il y a les anticoagulants qui sont utilisés par voie orale, sont les antivitamines K et les anticoagulants oraux directs. On va voir ça après. Donc, on va commencer par les héparines. Les héparines sont des glycominoglycanes d'origine biologique extraites le plus souvent de la muqueuse intestinale ou pulmonaire animale. On distingue deux types. Il y a deux types, les héparines non fractionnées, les HNF, ou les héparines de bas poids moléculaire, comme le Lovinox en pratique. Les HNF, la structure, ce sont des polysaccharides naturels dont le mode d'action, c'est d'interférer avec l'antithrombine 3, aboutissant à l'inactivation de la thrombine, facteur 2A du facteur 10. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces détails juste pour savoir. Qui veut lire ou apprendre ces informations, il peut les apprendre. Mais ce n'est pas l'objectif et l'essentiel de ce cours. Je vais vous donner après, je vais vous résumer quel est l'essentiel du cours. Les héparines non fractionnées, la pharmacocinétique, détruite dans le tube digestif, ne traversent pas la barrière placentaire ni les cirrhoses d'élimination par le système réticulo-endothélial. Donc, il n'y a pas l'avantage de ces héparines non fractionnées, c'est qu'ils ne sont pas contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Par contre, les ASPPM, les héparines de bas port moléculaire, ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Donc, les héparines non fractionnées, il y a les héparines non fractionnées, les héparinettes sodiques. Il faut savoir que 1 millilitre, c'est l'équivalent de 5000 unités internationales, utilisées uniquement par voie intraveineuse. Il y a les héparinates calciques, dont 1 millilitre, c'est l'équivalent de 25 000 unités internationales, ils sont utilisés par voie sous-cutanée. Donc la calciparine par voie sous-cutanée et les héparines sodiques par voie intraveineuse. La surveillance biologique. Donc, avant le traitement, il faut faire un bilan biologique, un taux de plaquettes, un taux de prothrombine, un test de grossesse chez la femme en âge de procréer. La surveillance de l'efficacité, c'est par la demande de l'examen, le TCA, le taux de céphaline activé, qui doit être entre 2 à 3 fois le témoin, avec une surveillance de la sécurité de ces héparines par un taux de plaquettes. Il faut demander un taux de plaquettes au minimum 2 fois par semaine, parce qu'il y a des sujets qui développent une thrombopénie, un effet secondaire de ces héparines. Donc la demande, la formule de numération sanguine, elle est obligatoire, au minimum 2 fois par semaine. Il y a également les héparines de bas port moléculaire.
ils sont obtenus par procédé de dépolymérisation des chaînes longues de l'héparine standard, ont surtout une forte activité anti-10A et peu d'activité anti-2A. Ça, c'est la pharmacocinétique. Les héparines de bas pont moléculaire, quels sont les avantages? La biodisponibilité, elle est supérieure à 90% en administration sous-cutanée. La demi-vie plasmatique, elle est plus longue. Administration en 1 ou 2 fois par jour. Donc, l'activité anticoagulante de ces héparines bas pont moléculaire, elle est corrélée avec le poids, permettant l'administration d'une dose fixe. Risque, c'est comme tous les héparines, ils ont un risque de saignement, de thrombopénie moins importante que par l'héparine non fractionnée. Donc, pour surveiller ce traitement, il faut demander toujours le taux de plaquettes, au minimum 2 fois par semaine, parce qu'il y a une thrombopénie secondaire au traitement, comme effet secondaire. C'est tout. Les héparines de bas pont moléculaire, quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est qu'ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère. Les héparines de bas pont moléculaire, les molécules disponibles, c'est l'inoxaparine sodique, c'est le médicament le plus répandu, c'est le Lovinox. Il y a la fraxiparine, il y a la deltéparine sodique, la fragmine et l'inoerbe. Mais le plus utilisé en pratique courante en cardiologie, c'est le Lovinox. L'utilisation, ils peuvent être utilisés à titre préventif, 0,4 ml par jour, administré en général 12 heures avant le geste chirurgical, puis une fois par jour. Curatif, ils sont indiqués dans la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Voilà le Lovinox, la calciparine et l'inoerbe. Donc, les effets secondaires des héparines non fractionnées, des héparines de bas pont moléculaire, c'est comme tous les anticoagulants, il y a un risque hémorragique. Il y a la thrombopénie. Avec les héparines non fractionnées, il y a 2 types. Les thrombopénies précoces et modérées, les thrombopénies sévères et tardives. Pardon? Pardon? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est. Donc, comme on a dit, il y a la thrombopénie comme effet secondaire des 2 médicaments, qui est plus répandu avec les héparines non fractionnées que par l'héparine de bas pont moléculaire. Les thrombopénies, on a dit qu'il y a 2 types. Les thrombopénies précoces et modérées, il y a les thrombopénies sévères et tardives. Il y a l'éruption cutanée possible, il y a l'ostéoporose lorsque le traitement il est prolongé. Les héparines de bas pont moléculaire, il y a toujours le risque hémorragique. Les thrombopénies, ils sont non exclus. C'est vrai que les thrombopénies, ils sont plus fréquentes avec les HNF que par les HPPM, mais il y a un risque de thrombopénie. C'est pour ça on demande un taux de plaquettes au minimum 2 fois par semaine. Il y a également des réactions allergiques locales ou générales. Les thrombopénies induites par l'héparine, il y a 2 types. Comme on a dit, il y a le type 1, c'est plus fréquent, bénin, habituellement modéré, avec un taux de plaquettes supérieur à 100 000 par millimètre cube. Elle survient précocement avant le 5e jour, il ne nécessite pas l'arrêt du traitement. Il y a également le type 2, d'origine immunologique. La thrombopénie induite par l'héparine résulte d'une réaction immune immorale dirigée contre un complexe impliquant le facteur plaquettaire 4, endogène et l'héparine exogène. La thrombopénie induite par l'héparine c'est défini par un taux de plaquettes inférieur à 150 000 par millimètre cube et ou une chute relative des plaquettes de plus de 30% par rapport à la numération plaquettaire avant tout traitement. On a dit qu'avant toute introduction du traitement anticoagulant, on demande un taux, une formule de numération sanguine. Lorsqu'il y a une chute
du taux de plaquettes plus de 30% par rapport à la numération plaquettaire de base, donc on suspecte une thrombopénie induite par l'héparine. Elle apparaît essentiellement entre le 5e et le 20e jour, et les signes évocateurs de thrombopénie induite par l'héparine sont aggravation ou nouvelle suspicion d'événements thromboemboliques veineux ou artériels, lésions cutanées douloureuses au point d'injection, avec des complications hémorragiques qui sont rares et souvent liées au diagnostic tardif. La conduite à tenir, c'est une contre-indication aux héparines à vie et remplacée par les autres anticoagulants injectables. Donc c'est une thrombopénie qui est grave et qui impose la contre-indication à vie des anticoagulants. Elle est remplacée par... اذا وصل ليموراجي سيريبرال ولا ديجيستيف ما يوليش يدي لي Non, c'est pas l'hémorragie. La thrombopénie induite par l'héparine. Elle a une définition, c'est pas seulement l'hémorragie. Elle se définit par un taux de plaquettes inférieur à 150 000 par millimètre cube, ou lorsqu'il y a une chute des taux de plaquettes de plus de 30% par rapport à la valeur avant le traitement. اي صح. Elle apparaît essentiellement entre le 5e et le 20e jour. C'est pas comme la thrombopénie précoce de type 1. Et les signes évocateurs sont des accidents thromboemboliques veineux et artériels avec des lésions cutanées douloureuses au point d'injection avec des complications hémorragiques. Donc les précautions d'emploi des héparines, non-fraction des héparines de bas pommel, il faut respecter les contre-indications, l'insuffisance rénale. Donc les ASPPM sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale, par contre les héparines non-fraction ne sont pas contre-indiquées. Lorsque le patient a un antécédent d'ulcère, les administrations sympathiques. Les associations déconseillées, les AINS, les salicylés et la ticlopidine. Les AINS parce qu'ils favorisent l'action des anticoagulants. Ça augmente le risque hémorragique. Et l'association avec prudence, c'est les AVK, les corticoïdes et les thrombolytiques. Les contre-indications, antécédents d'allergie et ou de thrombopénie, manifestations en tendance hémorragique, période post-opératoire, endocardite bactérienne, sauf prothèse mécanique ou fibrillation auriculaire. On a dit hier que l'endocardite infectieuse, c'est une contre-indication relative aux anticoagulants. On les administre sauf s'il y a une nécessité absolue. Par exemple, les prothèses mécaniques ou une fibrillation atriale. Lorsqu'il y a également un ulcère gastro-duodénal évolutif, lorsqu'il y a un AVC hémorragique, ça c'est des contre-indications. L'antidote, c'est d'injecter 1 mg de protamine pour 100 unités internationales d'héparine. Ça, c'est pour neutraliser l'action des antivitamines, des anticoagulants. Les avantages des ASPPM, pas de perfusion, ils sont administrés par voie sous-cutanée, pas d'ajustement de posologie, moins de thrombopénie induite par l'héparine et moins d'hémorragie. Les inconvénients, moins facile à neutraliser, l'insuffisance rénale. C'est la contre-indication, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont des insuffisances qui ont une insuffisance rénale qui contre-indiquent l'introduction des héparines de bas moléculaire. Par contre, les HNF, les héparines en fraction, ils sont indiqués. Les autres anticoagulants injectables, il y a la fondaparinix, il y a la danaparovir sodique. Il faut juste savoir ça. Il ne faut pas les apprendre. Les antivitamines K, c'est très important. Donc, les propriétés, ce sont des antagonistes de la vitamine K avec une action retardée. Donc, il y a deux familles. Il y a les dérivés coumariniques et les dérivés de l'indienne. Il y a trois groupes. Il y a des antivitamines K qui ont une action brève, le délai d'action entre 24 et 72 heures. Il y a les antivitamines K qui ont une action intermédiaire avec un délai d'action 1 à 2 jours, avec une durée d'action environ 2 jours. Il y a le troisième groupe avec une activité lente, avec un délai d'action de 36 à 72 heures. Donc, le vitamine K le plus fréquent, le plus utilisé en pratique, c'est, en Algérie, c'est l'acénocumarol ou le centre.
avec une demi-vie de 8 heures. Donc, la posologie moyenne, elle est de 4 à 8 mg par jour. Voilà le Préviscan. Voilà la coumadine, la warfaline, il y a le centre. Le plus utilisé en Algérie, c'est le centre. Et tous sont des antivitamines K. Les antivitamines K, la pharmacocinétique, ce sont des médicaments dont la résorption est digestive. Le médicament, c'est par voie digestive. La résorption est digestive. Fixation importante à l'albumine plasmatique. Le catabolisme, il est hépatique avec une élimination rénale. Les indications, prévention de la maladie thromboembolique, dans les prothèses valvulaires ou les valvulopathies, la fibrillation auriculaire à risque embolique, les infarctus du myocarde compliqués de troubles du rythme ou d'anévrisme ventriculaire, il y a les embolies systémiques récidivantes. Ça, c'est les indications classiques des antivitamines K. La posologie, donc dose initiale empirique, car sensibilité individuelle importante. L'adaptation à des posologiques individuelles, donc chaque patient et sa posologie, on doit réajuster le traitement pour chaque patient. Une seule prise journalière pour les dérivés de longue durée d'action, deux prises pour les autres. Donc on surveille l'action des antivitamines K par l'INR, International Normalized Ratio, avec des valeurs cibles suivant la pathologie. Dans les prothèses mécaniques, généralement, c'est l'INR entre 3 à 4,5. Dans la fibrillation atriale et l'embolie pulmonaire, l'INR cible, il est entre 2 à 3. Donc l'INR souhaité, c'est en fonction de la pathologie. Ce n'est pas la même chose pour toutes les pathologies. Pour les prothèses mécaniques, il est entre 3 à 4,5. Si on rentre dans les détails, la prothèse mécanique en position mitrale, entre 3,5 et 4,5. Une prothèse mécanique en position aortique, entre 2,5 à 3,5. Et en général, les prothèses mécaniques, c'est entre 3 et 4,5. Donc, la fibrillation atriale, en embolie pulmonaire ou la thrombose veineuse profonde, l'INR souhaité ou cible, c'est entre 2 à 3. Les effets secondaires des antivitamines K, il y a le risque hémorragique en cas de surdosage, il y a les diarrhées, pour les dérivés coumariniques, les troubles digestifs, l'urticaire, alopécie. Pour les dérivés de l'indénium, c'est de réaction d'hypersensibilité. Donc, en cas de surdosage aux antivitamines K, par exemple, un patient qui nécessite, par exemple, un INR entre 2 à 3. Si on fait l'INR, par exemple, on trouve un INR à 6. Quelle est la conduite à tenir? Donc, dans ces cas, on doit corriger cet INR. Si l'INR il est inférieur à 4, et l'INR cible il est à 2,5, dans ce cas, on ne saute pas la dose et pas de vitamine K. On n'ajoute pas de vitamine K. Si l'INR il est entre 4 à 6, il faut sauter la dose et il ne faut pas ajouter de la vitamine K si l'INR souhaité il est à 2,5, c'est-à-dire entre 2 à 3. Si l'INR il est entre 6 à 10, il faut arrêter les antivitamines K et il faut donner de la vitamine K par voie orale, 1 à 2 mg. Si l'INR il est supérieur ou égal à 10, il faut arrêter les antivitamines K avec l'administration de la vitamine K par voie orale avec la dose de 5 mg. Également pour les pathologies dont l'INR cible il est supérieur à 3. Lorsque le patient il nécessite un INR supérieur à 3, par exemple une prothèse mitrale. Si l'INR entre 4 à 6, il ne faut pas sauter la dose, il ne faut pas ajouter de la vitamine K. Si l'INR entre 6 à 10, il faut sauter la dose. Et si l'INR supérieur ou égal à 10, il faut également sauter la dose. Bon, on va passer aux nouveaux anticoagulants oraux. Les nouveaux anticoagulants oraux, les anticoagulants pas oraux directs, ils ont la particularité, ce sont des molécules de synthèse chimique
inhibition des facteurs cibles 10A et 2A, avec une efficacité facile d'utilisation et un délai d'action rapide. Pourquoi ils ont inventé ces médicaments, les nouveaux anticoagulants oraux directs? C'est quoi l'avantage? Les antivitamines K, ils ont un inconvénient majeur. C'est son action thérapeutique nécessite toujours un suivi par le TPINR. Et l'avantage de ces nouveaux anticoagulants oraux directs, c'est qu'ils ne nécessitent pas la surveillance biologique. C'est-à-dire, si on donne aux patients ces traitements, on ne surveille pas l'action. Ça, c'est un grand avantage. Modification des pratiques, pas d'interaction avec l'alimentation, par contre, aux antivitamines K, pas de surveillance biologique spécifique, mais le coût médico-économique, c'est vrai, c'est un inconvénient, ils sont très chers par rapport au centre. Il y a plusieurs types. Il y a le Xarelto, le Rivaroxaban, il coûte 69,33 €. Voilà qu'il est plus cher. C'est vrai qu'ils ont l'avantage, ils ne nécessitent pas de surveillance biologique, mais ils sont très chers. Il y a l'Apixaban, dosé à 5 mg et 2,5 mg, ça coûte 71,53 €. وش هي la différence? La différence entre l'antivitamine K et ces médicaments, l'antivitamine K, qui dit la surveillance biologique. Après 72 heures de l'introduction de l'antivitamine K du Centran, on doit faire l'INR. On doit surveiller l'action. Et l'INR cible, ça veut dire faire en fonction de la pathologie, de l'indication. Mais pour ces médicaments, ça ne nécessite pas une surveillance biologique. C'est un grand avantage. Est-ce que c'est compris ou non? ماشي كل سيمانتين لازم 2 fois par semaine لازم يشوف الINR. Là, l'INR, quand si par exemple un patient a une pathologie particulière, par exemple une embolie pulmonaire, on introduit le Centran et on surveille l'action après 48 à 72 heures. On fait l'INR, le TPINR. Si l'INR entre 2 à 3, on doit confirmer par un autre dosage. Si toujours il est entre 2 à 3, donc il faut faire une fois par mois. Si l'INR n'est pas dans l'intervalle cible de la pathologie, par exemple il est supérieur à 3 ou inférieur à 2, dans ce cas il faut toujours répéter en attendant un INR correct. Donc c'est quand même il est fatigant et c'est contraignant pour le patient. C'est pour ça qu'ils ont inventé ces nouveaux anticoagulants par voie orale. Ces médicaments, c'est vrai, ils sont très chers, mais ils ne nécessitent pas une surveillance biologique. C'est ça le grand avantage de ces médicaments. Est-ce que c'est compris ou non? وسيد واش قصدك surveillance biologique؟ surveillance biologique l'INR qui نديروا le Centran لازمنا نسيرفيو l'action تاعو. Quel est le paramètre de surveillance? C'est de demander l'INR. L'INR, c'est un paramètre biologique. Oui. Pour savoir que les antivitamines K, ils sont efficaces. Il faut faire l'INR. Et l'INR, il doit être dans l'intervalle cible de la pathologie. Par exemple, l'embolie pulmonaire, l'INR cible, il doit être entre 2 à 3. Est-ce que c'est compris ou non? Oui, ça. Mais pour ces médicaments, le Xarelto, l'Apixaban, ils ne nécessitent pas de surveillance biologique. C'est-à-dire, un seul comprimé par jour, ça y est. Il est sous anticoagulant, il est couvert. Ça ne nécessite pas la surveillance biologique. C'est ça le grand avantage. Est-ce que c'est compris ou non? Oui. Les nouveaux anticoagulants oraux directs, il faut vérifier avant toute prescription l'indication respectée. Par exemple, dans les prothèses mécaniques, est-ce qu'on peut mettre un patient qui a une prothèse mécanique sous nouveau anticoagulant oraux direct? Par exemple, Xarelto. Allô? معليش تعاود الكيسيون استاذ.
un patient, par exemple, a une prothèse mécanique. Dans ce cas, les anticoagulants oraux directs, ils sont contre-indiqués. Il y a exclusivement l'indication aux antivitamines K. Ça, il faut apprendre ça. Un patient qui a une prothèse mécanique, c'est une contre-indication au nouveau anticoagulant direct. On ne peut pas introduire les anticoagulants oraux directs. Par contre, dans les autres pathologies, par exemple l'embolie pulmonaire, la thrombose veineuse profonde, la fibrillation auriculaire, dans ce cas, on peut introduire ces médicaments. Mais la contre-indication absolue, c'est les prothèses mécaniques. Un patient qui a une prothèse mécanique, il faut sous anticoagulant. Mais quel est l'anticoagulant? C'est seulement les antivitamines K. Est-ce que c'est compris ou non? Oui. Oui. Donc, avant toute prescription de ces nouveaux anticoagulants, il y a un taux de plaquettes FNS, une FNA, formule de numération sanguine, un taux de plaquettes, un bilan hépatique, l'absence d'état de grossesse ou d'allaitement, l'absence de saignement actif, parce que toujours il y a un risque hémorragique. Les nouveaux anticoagulants, des indications, voilà, il faut apprendre ça. Ils permettent de prévenir la survenue d'accidents thromboemboliques, notamment les accidents vasculaires cérébraux, dans la fibrillation auriculaire non valvulaire. Qui peut nous définir c'est quoi une fibrillation auriculaire non valvulaire? ما تكونش لاكوز نتاعها فالفيلوباتي ولا؟ لا ما تكونش لاكوز تاعها ان rétrécissement mitral serré et une prothèse mécanique. C'est ça la définition. Une insuffisance mitrale, on peut introduire les nouveaux anticoagulants oraux directs. La seule exclusion, c'est le rétrécissement mitral serré et les prothèses mécaniques. Dans ce cas, si le patient a une fibrillation atriale, c'est une fibrillation atriale valvulaire. C'est-à-dire elle est due au rétrécissement mitral serré ou une prothèse mécanique. Ça, c'est une fibrillation atriale valvulaire. Sinon, on peut introduire les nouveaux anticoagulants oraux directs. Insuffisance mitrale, ما كاش indication pour les anticoagulants oraux. نقدروا نمدوا une CFA, une fibrillation atriale secondaire à une insuffisance mitrale, on peut introduire les nouveaux anticoagulants oraux directs. Mais un rétrécissement mitral serré avec un CFA, c'est contre-indiqué. D'accord? Yes. Oui. Est-ce que c'est compris ou non? Je vais par définition. La fibrillation atriale valvulaire, c'est la fibrillation atriale qui est secondaire au rétrécissement mitral serré et à une prothèse mécanique. Lorsque le patient a une prothèse mécanique. C'est tout. Sinon, les autres, c'est des fibrillations atriales non valvulaires. On peut introduire les anticoagulants oraux directs. Est-ce que c'est compris ou non? Oui. Donc, les indications également, il y a le traitement curatif des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires. Les AOD, les anticoagulants oraux directs, ils sont contre-indiqués dans la prévention des thromboses chez les patients porteurs de prothèses cardiaques et dans le rétrécissement mitral. Et dans le rétrécissement mitral et les prothèses mécaniques. Ça, c'est des contre-indications. Est-ce que c'est compris ou non? Oui, c'est. Donc, on passe aux antiagrégants plaquettaires. Les antiagrégants plaquettaires inhibent l'activation et l'agrégation des plaquettes. Il y a trois classes thérapeutiques. Les inhibiteurs de la cyclooxygénase, c'est l'aspirine. Les inhibiteurs de l'adénosine diphosphate, le clopidogrel, le ticagrelor et le prasugrel. Il y a également les antagonistes des récepteurs GP2B3A. Il ne faut pas rentrer dans cette famille thérapeutique. Il faut juste savoir qu'il y a trois classes. Il y a l'aspirine, il y a les inhibiteurs de l'adénosine diphosphate, clopidogrel, qui est le Plavix, le ticagrelor et le prasugrel. C'est tout. Voilà le Plavix, l'aspirine, le prasugrel et le ticagrelor. L'aspirine, ça entraîne une diminution de la production de la thromboxane A2. L'effet antiagrégant sur le pool plaquettaire est immédiat.
et persiste le temps nécessaire à son renouvellement. Après arrêt de l'aspirine, 10% des plaquettes fonctionnelles sont produites par jour et 5 à 6 jours sont nécessaires pour obtenir 50% des plaquettes normales. Ça, c'est la pharmacocinétique. Donc, l'effet antithrombotique de l'aspirine est démontré pour des doses allant de 30 à 1300 mg par jour. Dans cet intervalle de dose, l'effet antiagrégant n'est pas dose dépendant, au contraire de la toxicité gastrique. La toxicité gastrique, elle est dose dépendante. Si on augmente l'introduction de l'aspirine, ça peut causer un problème gastrique. Donc, l'utilisation de faible dose, 75 à 320 mg par jour, justifiée et permet un effet thérapeutique optimal. Donc, quelles sont les indications de ces inhibiteurs de la cyclooxygène à l'aspirine? C'est la prévention secondaire des événements cardiovasculaires. Le Plavix, il est indiqué en cas d'intolérance à l'aspirine. L'aspirine, il reste contre-indiqué, non indiqué en prévention primaire, en cas de risque cardiovasculaire faible ou modéré, mais peut se discuter chez un patient diabétique à haut ou très haut risque cardiovasculaire. Il ne faut pas prendre ça. Les effets secondaires, c'est comme tous les antiagrégants, c'est des effets secondaires gastro-intestinaux, un ulcère gastro-duodénal, une hémorragie digestive, anémie férétrique par saignement. Donc, des antécédents hémorragiques. En cas de nécessité, une transfusion plaquettaire est possible. Il y a également des manifestations allergiques. Et les contre-indications, c'est l'ulcère gastro-duodénal évolutif, une maladie hémorragique ou allergie à l'aspirine. Ça, c'est des contre-indications. Les inhibiteurs de l'adénosine diphosphate, on a dit, il y a 3 médicaments. Il y a le clopidogrel, le ticagrelor et le prasugrel. Le Plavix, il est plus utilisé en pratique, le clopidogrel. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'organisme? Il inhibe la fixation de l'adénosine diphosphate sur son récepteur membranaire. Il y a 3 molécules, le clopidogrel, le ticagrelor et le prasugrel. Ils sont indiqués dans la prévention secondaire des accidents thrombotiques artériels, angioplastie. L'angioplastie, c'est quoi? C'est le stent qu'on met dans les artères coronaires chez les patients qui ont des artères coronaires bouchées. L'angioplastie, c'est le stent, le sort des artères coronaires. Est-ce que c'est compris ou non? Oui. Oui. Également dans les infarctus du myocarde, c'est ça. Mais les inhibiteurs des GP2 bêta-3A, il ne faut pas rentrer dans ces détails. Il faut juste savoir qu'il y a 2 familles thérapeutiques dans les héparines. C'est les héparines non fractionnées et les héparines de bas moléculaires. Les héparines non fractionnées sont utilisées par voie parentérale, qui est l'héparinate sodique. Et il y a d'autres qui sont utilisées par voie sous-cutanée, c'est la calciparine. Les héparines de bas moléculaire, c'est le Lovenox, le plus utilisé en pratique. C'est quoi les inconvénients des héparines de bas moléculaire? C'est qu'ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère. Par contre, les héparines non fractionnées, ils sont indiqués. C'est ça l'avantage des agenèves par rapport aux héparines de bas moléculaire. Pour les anticoagulants, il faut savoir les antivitamines K. L'inconvénient, c'est qu'ils nécessitent une surveillance biologique par le TPINR. Et il y a d'autres classes thérapeutiques, qui est les nouveaux anticoagulants orodiactes. Ils ont l'avantage que ces médicaments ne nécessitent pas une surveillance biologique. Mais ils sont contre-indiqués en cas de prothèse cardiaque et en cas de fibrillation atriale valvulaire, c'est-à-dire secondaire, un rétrécissement mitral serré uniquement et chez les patients qui ont une prothèse cardiaque. C'est ça les 2 contre-indications. Sinon, ils sont indiqués dans les autres pathologies. Par exemple, une fibrillation atriale non valvulaire, les embolies pulmonaires, la thrombose veineuse profonde. Est-ce que c'est compris ou non? Oui, c'est bon. Des questions. Le 3e cours, vous pouvez me poser des questions. Essentiellement, le cours par mail, parce que c'est facile. D'une manière très simple pour accéder aux informations. Mais الحوايج اللي تحفظوهم هذاك اللي قلت لكم اللي تركزوا عليه ماني هضرتوا. Allô?
Oui, c'est bon, monsieur.